Ok, super. Bonjour, parce que vous êtes la personne que je n'ai pas encore vue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de l'agence SUB. Attendez, non, je n'ai pas mes notes. Je recommence. Là, hop, c'est bon. Je vais vous présenter les travaux de l'agence qu'on a fait en France voisine, comme on dit ici à Genève, dans la région de Haute-Savoie. SUB, c'est une agence d'architecture qu'on a fondée avec Thibaut Piron, mon associé, en 2018. Elle est née, du coup, l'agence de la rencontre entre Thibaut et moi à l'école d'archi à Lyon, il y a à peu près 20 ans maintenant. Et on a fait tous nos projets d'études ensemble, dont le diplôme, pour lequel on a fait un pavillon pour la Biennale d'art contemporain à Lyon. Après ça, moi, je me suis installée dans la région. J'ai travaillé chez Bureau, donc Daniel Zanarbide et Léopold Banchini à Genève. J'ai principalement travaillé sur le projet d'espace public de Séva-Champel, que vous devez connaître peut-être. Et puis, donc, en 2018, on fait l'agence avec Thibaut et j'enseigne aussi au même moment, en parallèle, à l'EPFL, au laboratoire IST, qui est un laboratoire qui travaille sur les matériaux de réemploi, enfin sur le réemploi de manière large, et aussi l'analyse typologique. Et on a fait aussi les 2 dernières années avec le laboratoire, le Super Studio, qui est donc la première année de Master 2 à l'EPFL, qui est commun à tous les étudiants. Donc là, avec des expérimentations territoriales et aussi à l'échelle 1 sur plusieurs sujets, dont les suburbs du Grand Genève, que j'ai travaillé avec, dont on a travaillé avec les étudiants dans le studio que j'ai mené l'année dernière, qui s'appelait Crash. Voilà, et je travaille aussi maintenant à l'ENSA Paris-Est, où j'enseigne pour les masters dans la filière éléments, structure, architecture. Voilà. Thibaut, lui, après le diplôme, il a navigué entre Berlin et Los Angeles, et il a soutenu une thèse à l'EPFL. J'en parle parce que c'est des thèmes les thèmes qu'il a travaillé dans sa recherche sont importants aussi dans notre pratique. Donc, son travail, c'était en fait, il s'est intéressé à 2 figures de l'architecture. Donc, Rainer Banham, qui est un critique d'architecture britannique, et Oswald Matthias Ungers, qui est un praticien et théoricien. Et il a essayé de les rapprocher rapprocher leur théorie sur des thématiques environnementales, de paysage et d'architecture. Voilà. Donc, lui, maintenant, il enseigne aussi à l'EPFL dans le laboratoire Texas avec Éric Lapierre. Donc, on parle aussi de l'enseignement parce que c'est quelque chose qui est important dans notre temps de travail, mais aussi dans notre pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait à SUB? On a des projets publics, privés, qui vont d'expositions temporaires ou pas, jusqu'à des projets territoriaux. Et vous verrez... Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est bon. Pardon. Ouais. Donc, le plus souvent, les projets se résument à des adjonctions qui, autant que possible, et toujours de manière un peu incomplète, cherchent à faire advenir un petit arrangement architectural qui serait capable d'embarquer avec lui, en fait, des artefacts qui émergent de nos héritages et des territoires dans lesquels on intervient. Donc, SUB est implanté en périphérie de Genève et de Paris, donc à Annemasse et au Pré-Saint-Gervais. Ici, particulièrement dans la région, on travaille dans un territoire que vous connaissez bien, qui a un environnement naturel exceptionnel, mais qui est aussi un territoire avec une urbanisation tardive et une industrialisation importante et polluante, qui ont fait un territoire un peu malmené sur pas mal d'endroits. Donc, les 4 projets que je vais vous présenter s'inscrivent sur un tracé qui va commencer au pied du Mont Blanc et qui va aller jusqu'à Annemasse et puis après Thonon-les-Bains, donc exclusivement en France. On travaille donc à l'agence à partir de situations équivoques, de paysages qui oscillent entre splendeur et misère.
Je pense que c'est ce qui nous fascine. Et puis, des choses un peu rugueuses ou brutales, mais qu'on trouve très belles et qu'on essaie de regarder pour ce qu'elles sont. J'espère que que la présentation vous permettront un peu de voir ça. Et donc l'architecture qu'on propose est une réponse à cet environnement-là. Le premier projet, c'est l'immeuble de l'abbaye. Donc il se situe dans la ville de Passy, qui est au fond de la vallée de l'Arve, donc sur un grand plateau que vous voyez ici sur la photo satellite, avec en fait à l'ouest la chaîne des Aravis, au nord le massif de Flaine et à l'ouest, sud-est, le Mont Blanc. Donc, il faut avoir à l'esprit que la ville de Passy, en fait, elle, au début, à la fin du 19e et au début du 20e, elle va connaître deux mutations majeures. La première, c'est qu'elle connaît une mutation avec l'industrie qui va s'installer sur le plateau et qui vient profiter en fait des chutes naturelles d'eau pour alimenter les sites de production qui sont placés en fond de vallée. Et la deuxième mutation, c'est une mutation touristique qui vient du développement de sanatoriums qui vont s'installer sur les hauts plateaux, donc en altitude, pour soigner les tuberculeux qui laissera en fait, ce patrimoine-là laissera un patrimoine culturel, architectural, artistique assez riche sur le territoire. Donc, une des usines, enfin la première usine qui s'installe, c'est l'usine Shed, qui est la première sur la commune et qui deviendra la plus importante de toute la Haute-Savoie. Donc c'est important de situer vraiment que c'est quelque chose d'important. Elle se développe donc à la fin du 19e siècle et elle entraîne une explosion démographique et implique, en tout cas, permettra la construction de plusieurs cités-jardins, dont la première est construite par Henri-Jacques Lemesme en 1920, que vous connaissez peut-être, c'est une figure importante de l'architecture en Haute-Savoie. Il utilise des matériaux locaux, il réinterprète le vocabulaire qu'il a établi quand il a inventé le chalet du skieur. Il a toujours une attention particulière en fait aux détails de menuiserie, au travail colorimétrique. Et en façade, il fait toujours une dissociation verticale en fait de nature de matériaux pour créer un ordre, donc avec la pierre, l'enduit et le bois. Donc c'est toujours des choses qu'on retrouve à chaque fois dans ces projets. Ici, vous voyez en fait à gauche la façade de la maison ouvrière qu'il propose pour la cité jardin et un fragment du plan d'ensemble à droite. Des maisons, enfin de la cité jardin, dans laquelle en fait chaque famille disposait d'un espace extérieur assez généreux, avec des dépendances, donc avec des clapiers, des poulaillers, des bûchers, etc., pour que l'ouvrier, après son travail et sa famille, en tout cas, puisse, c'était vraiment l'idée paternaliste d'un modèle social où il y avait tout sur place, principe des cités-jardins ouvrières. Donc à Passy, le premier projet que je vous montre, c'est un projet de rénovation énergétique d'un petit immeuble de logements sociaux communaux qui est construit dans les années 60. Donc vous voyez ici l'image satellite, on se situe en fait, là la photo satellite date de 1935, donc le plateau est encore très peu urbanisé. Aujourd'hui, évidemment, c'est recouvert d'habitations. Et il y avait deux pôles d'usine, donc là, nous, on est sur l'autre pôle d'usine plus au sud. Je vous parlais en introduction en fait de Henri-Jacques Lemesme parce qu'en tout cas, son œuvre a eu un impact important dans l'écriture architecturale du territoire. En témoignent ici les chalets que vous voyez sur la photo, qui ont été construits dans les années 40 et qui se trouvent juste en face du projet qu'on a fait pour l'immeuble de l'abbaye. Pour la rénovation de l'immeuble que vous voyez au fond de l'image, on a conservé toutes les qualités et en tout cas toute la structure du bâtiment, les ouvertures, les balcons, etc. Notre intervention, elle est vraiment sur toutes les façades, donc des questions d'enduit, le remplacement de toutes les menuiseries, de la toiture et de l'ensemble des serruriers.
ici, vous voyez le projet dans son contexte. Alors, il est un peu, c'est vraiment un contexte typique de ce fond de vallée, donc avec des haies bien taillées, des palissades en plastique opaque, des grillages torsadés. On le montre volontairement parce que ça parle beaucoup en fait de ce qu'est ce territoire et où est-ce qu'on s'inscrit avec le projet. Donc ici, vous voyez le bâtiment sous un angle où on le voit un peu mieux. Pour l'enduit de la façade, on a choisi un enduit de teinte minérale assez claire avec une finition gros grain, un peu à la manière de Maurice Braillard, que vous devez peut-être connaître. Pour son projet d'ensemble, il avait utilisé un même type d'enduit, où il n'est pas aussi beau, mais il s'en rapproche, du square Montchoisy, et aussi pour un petit immeuble. Il a fait aussi un immeuble à Annemasse, qui est devenu un hôtel maintenant. Et en fait, ça rend les façades assez expressives et puis ça prend la lumière de manière assez belle. Alors, les photos qu'on a prises, qui sont d'ailleurs de Alain Nassau, qui est un photographe de Lausanne, qui a pris toutes les photos que vous verrez dans la présentation. Les photos étaient pas un jour où il y a beaucoup de lumière, donc on ne voit pas cet aspect-là. Mais les surfaces rugueuses qui ont été choisies pour le bâtiment, en fait, viennent en contraste avec les encadrements qui sont, eux, lisses autour de toutes les ouvertures. Ça permet aussi de mettre en avant et de souligner les ouvertures. Et vous voyez, là, dans l'angle, on a travaillé un jeu d'épaisseur aussi des isolants extérieurs pour mettre en scène, en fait, les angles du bâtiment, en créant des sous-ensembles qui vont prendre avec elles les menuiseries. Les garde-corps sont tous remplacés et viennent finir en fait les nez de dalles qui sont les dalles des balcons existants. Et le dernier détail du projet, c'est le travail de lambrequins qui viennent en fait comme un ornement de façade pour cacher les dispositifs de store. Alors c'est un ornement qui en fait à l'origine était utilisé sur les rives des marquises et des pavillons et des auvents. Puis qui a été beaucoup utilisé dans les immeubles d'habitation, notamment à Lyon, où on relève beaucoup d'éléments décoratifs de façade sculptés de lambrequins, qui à l'époque cachaient en fait les stores à lamelles extérieures sur les façades. Il y a aussi beaucoup de lambrequins à Genève sur les bâtiments de la fin du 19e. Voilà. Et nous, ici, dans le projet, on a simplement dessiné un motif assez simple de lambrequin, mais qui est différent à chaque niveau. Donc, il vient créer une hiérarchie à chaque niveau. Voilà, puis là, une dernière image du projet avec les chalets au Savoyard en fond. Donc, on poursuit le voyage dans la vallée de l'Arve pour aller au prochain projet qui se situe dans la commune de Vougy. Donc, ici, c'est un site qui est vraiment très différent de celui de Passy qu'on a vu avant. On voit là sur la photo de satellite qui date de 1948 que c'est un grand plateau agricole qui est traversé par l'Arve et qui est encore assez peu habité, pareil, à l'époque, enfin pour l'époque. On voit ici en 1984, il y a l'autoroute du Mont Blanc qui est arrivée et la commune de Vougy aussi qui apparaît, qui n'est pas encore vraiment constituée sur la photo d'avant et qui va se développer en fait de manière linéaire entre le massif montagneux qui est au sud et l'Arve au nord. Donc, il faut savoir que c'est une commune qui bénéficie de très peu d'apports lumineux. C'est un peu triste, mais voilà. Au cours de l'année, parce qu'en fait, elle est masquée par la masse rocheuse qui est au sud. Donc, le projet, c'est à nouveau une rénovation architecturale et énergétique. Cette fois, c'est pour un petit équipement public. Une salle des fêtes excentrée du centre-ville, positionnement assez classique dans ce type de tissu urbanisé récent, qui fait partie d'un ensemble avec parking, stade, terrain de sport. Et la commune, en fait, elle avait besoin d'améliorer les conditions thermiques de la salle des fêtes existante et elle souhaitait aussi revaloriser l'aménagement intérieur et la séquence d'entrée pour offrir aux habitants une salle des fêtes à l'image de la vie active locale. Sur le plan technique, c'est une transformation assez lourde, enfin une intervention assez lourde parce qu'on vient isoler la toiture depuis l'intérieur.
ajouter un système de chauffage et de renouvellement d'air, et on remplace toutes les menuiseries extérieures et on crée aussi un sas thermique à l'entrée. Le projet architectural, lui, est assez simple. En fait, on installe un gigantesque plafond matelassé sur toute la salle, en fait, qui transforme la salle des fêtes un peu vieillotte en autant qui met en scène la performance thermique. Donc, c'est ce qui nous intéresse dans le projet, c'est cet aspect-là. Et ce qui nous plaît, c'est que finalement, cet enjeu thermique et cette contrainte donne un caractère, enfin, avec le projet, donne un caractère vraiment unique à la salle, comme un écrin pour les usagers. Dans cet écrin matelassé blanc, il y a 3 éléments colorés qui viennent chacun répondre à un usage festif de la salle. Donc, vous voyez ici, le premier, c'est un rideau jaune pour la scène. Ensuite, il y a un bar guinguette bleu à gauche et une régie rayée rose et blanche que vous voyez à droite. Et la régie, en fait, elle se cache discrètement dans un podium qui, lui, fait face et est orienté vers la scène et qui peut accueillir des spectateurs ou du spectacle ou peut-être de la buvette, ça dépend de l'ambiance. Ici, vous voyez le bar qu'on a installé avec sa guirlande. Et enfin, à l'extérieur, on a créé un auvent qui permet d'offrir un nouvel espace abrité pour les usagers qui arrivent à la salle. Les 2 toitures, en fait, elles sont autonomes, donc c'est vraiment détaché du projet existant. Mais en fait, elles se rencontrent en un point pour créer un rapport direct entre l'existant et le nouveau, mais un rapport complice puisqu'ils viennent se recréer ici un espace intéressant entre les 2 toitures. Le nouvel auvent, en fait, il se distingue par sa forme et sa couleur. Donc voilà, c'est une dernière image du projet de Vougy, où vous voyez la situation d'entrée à la salle. Le prochain projet, donc Immeuble Mississippi, c'est un projet qui est en cours, qui se situe à Annemasse, donc dans un projet de ZAC qui s'appelle la ZAC Étoile. C'est un projet qui est piloté par l'agence De Villers et Associés, avec des ambitions architecturales et environnementales qui sont assez élevées, donc qui sont un cadre de travail intéressant pour le projet. Donc, on travaille en association avec une agence parisienne sur un des bâtiments. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez mis en avant sur l'axonométrie, qui fait partie d'un ensemble de 3 bâtiments. Le bâtiment longe le mail de la rotonde qui relie la gare d'Annemasse à une future place qui va en direction d'Ambilly. Donc, c'est l'axe que vous voyez en diagonale de l'axonométrie. Et en fait, les bâtiments qui longent le mail sont tous de hauteur assez importante, parce que c'est un secteur dans le dessin de la ZAC où les projets gèrent l'interface entre le cœur de ville qui est au sud, donc côté rail sur l'image, et le quartier résidentiel pavillonnaire au nord, qui est existant, que vous voyez aussi représenté sur le dessin. La façade sur le mail et à l'arrière du bâtiment ménage un retrait sur les 2 derniers niveaux pour offrir des espaces de terrasse plus généreux et des balcons. Et tous les bâtiments de rez-de-chaussée, en fait, sont reliés entre eux. Donc ça, c'est un projet de paysage par des petits sentiers qui peuvent se rejoindre par les espaces de porche. Voilà, donc en rez-de-chaussée, il y a un local commun qui est pour les habitants de l'immeuble et des maisonnettes en duplex qui sont côté nord, donc côté jardin. Les rez-de-chaussée, en fait, respectent des prescriptions architecturales qui sont données pour toute la ZAC. Donc, c'est-à-dire donc sur le rez-de-chaussée, c'est finition minérale en béton, avec une présence de marquise sur le mail, pardon. Donc une marquise qui est soutenue en console pour tous les bâtiments qui sont en limite d'espace public majeur.
Et pour ce projet, on est en construction, enfin structure bois, charpente traditionnelle, ossature bois et façade bois. Donc tout bois, tout est en bois, à part le rez-de-chaussée qui est en béton. Voilà. Donc une représentation du projet. Et la façade, elle est composée d'un bardage vertical en épicéa façon couvre-joint. Donc c'est quand les planches se recouvrent. Et il y a une alternance étagée entre deux types de largeur de bardage, c'est ce que vous voyez sur l'image, et une alternance horizontale de deux teintes de saturateurs, blanc et vert. Et pareil, sur les façades, il y a deux types d'ornements. Donc, il y a en partie basse des lames, on le devine un petit peu sur le dessin. Elles se terminent toutes un peu en dentelle arrondie régulière. Et ça, c'est une référence directe à l'architecture vernaculaire des constructions bois. On retrouve en fait en Haute-Savoie beaucoup sur les pignons des granges ou des chalets. Le bardage qui est terminé, en fait, qui est juste découpé en arrondi en bas. Et il y avait aussi des motifs gravés sur les façades qui permettaient aussi de comprendre qui habitait là. On retrouve aussi les lambrequins, comme dans le projet de Passy que je vous ai présenté au début, qui viennent tout simplement cacher les stores devant les menuiseries. Les poteaux en bois de la façade reprennent la teinte du bardage, donc, voilà, puisque tout est en bois, les poteaux aussi. Et ils s'affinent sur les deux derniers niveaux pour élancer le bâtiment. Finalement, c'est un bâtiment. Enfin, ce qui est un peu particulier avec ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui s'accroche par la petite façade sur l'espace public majeur. Les deux façades principales latérales, elles, sont sur les jardins. Donc, on n'est pas en recul par rapport au mile, donc on est vraiment en contact. Et pour nous, c'est un peu l'allégorie du bateau qui viendrait accoster par la proue. Voilà. D'où la référence à immeuble Mississippi. Donc, on poursuit avec un autre projet sur les rives du lac Léman, donc à Thonon-les-Bains. C'est une commande publique qu'on a remportée sur Esquisse, qui consiste à requalifier un square dans le centre de Thonon-les-Bains. Donc, c'est une requalification d'un square et d'une fontaine. Donc, vous voyez ici le square sur la photo. En fait, il apparaît qu'à partir de 1984, une fois que l'ancienne poste, qui est le bâtiment carré avec la cour au centre, est démoli et le parking souterrain est créé. Donc, si ça s'affiche pas si mal. Donc, c'est une place qui est rectangulaire. Il y a 4 façades urbaines sur la place. Il y en a 3 qui sont en style art déco. Et la place est ponctuée par des grands tilleuls. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui sur la représentation que vous voyez. Ce qu'il faut savoir, c'est que le square est dans un périmètre d'ensemble urbain remarquable art déco. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont classés, comme le centre-ville de Thonon. Il y a beaucoup de rues et de places qui sont classées. Et il y a la grande rue qui longe en bas de l'image la place, qui, elle, suit un tracé de l'époque médiévale. Et donc, toutes les constructions qui bordent cette grande rue datent du XVIIIe siècle, oui, c'est ça, XVIIIe siècle. Et donc, c'est des constructions qui sont assez basses, toutes édifiées sur l'alignement de la voie. Et puis, avec des volumes en R+2, plus comble. Et donc, on trouve beaucoup cette volumétrie autour de la place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, ce qui caractérise en tout cas sur le centre, enfin autour du square, c'est des toitures à forget. Donc, c'est des retours de toiture, enfin de toiture plats, lambrissés. Donc, quand on est dans la rue, en fait, tous les retours de toiture sont lambrissés ou à caisson. Donc, il y a pas mal, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller voir de sculptures et de peintures sur ces retours. Donc, sur le square, enfin sur la place, toutes les façades sont classées à un niveau de protection contrôlé, donc c'est assez important. Et puis, donc, c'est des bâtiments qui datent entre 1732 et 1945 pour le plus ancien, c'est celui qui est en haut de l'image. Les façades art déco sont donc rythmées par des travées verticales et des lignes épurées.
avec des modélisatures assez importantes en façade qui reprennent les formes géométriques. Il y a des jeux de teintes aussi avec les enduits qui sont faits avec des oxydes métalliques. Donc, il y a des teintes orange foncé, vert, jaune. C'est assez coloré. Et évidemment, les formes géométriques sont omniprésentes dans tout le square, puisque c'est le style art déco, jusque dans les motifs des portes et puis des garde-corps. La composition géométrique, elle est aussi assez présente sur le sol, comme vous voyez sur le dessin. Et en fait, ce motif géométrique va organiser les textures minérales ou végétales de la place. Donc, la ville de Thonon-les-Bains devait rénover la fontaine qui était existante, un pieu vieillotte qui datait de la construction en 80 de la place. Et elle souhaitait aussi requalifier l'espace public autour. Donc, il y a quand même beaucoup d'usagers sur la place. Il y avait un carrousel, il y a des petits cabanons de nourriture, et il y a beaucoup de personnes et de commerces qui circulent à cet endroit. Mais le square était assez contraint avec des végétations qui aussi obstruaient beaucoup les vues. Donc, le projet qu'on a fait pour le square, il se fonde sur 4 gestes principaux. C'est d'abord ouvrir une circulation piétonne d'est en ouest, donc c'est l'axe sur le dessin de haut en bas. Transformer le bassin bas existant en placette pour hiérarchiser les sous-espaces publics, et transformer le bassin haut en fontaine d'agrément pour faire un peu un événement atmosphérique avec un miroir d'eau et une fontaine de brume. On unifie les interventions avec un grand auvent qui, lui, vient jouer avec la géométrie de la place. On est en chantier. Donc, vous voyez ici le nouvel auvent. Donc, on n'est pas terminé, mais ça devrait terminer cet été. Le nouvel auvent qui unifie en fait les 2 édicules. Donc, vous avez au fond un édicule ascenseur qui est relié au parking, qui sera habillé de tôle bleu laqué. Et l'édicule de ventilation, d'extraction d'air du parking que vous voyez au premier plan. Et en fait, lui, il est transformé en miroir d'eau sur la surface au-dessus. Et il y a aussi donc une fontaine de brume. La placette brique à droite, dont je vous parlais tout à l'heure, et la demi-lune du auvent, en fait, qui rappelle donc le dessin du square et qui répond à la placette en brique à un niveau plus bas. Voilà. Donc, les éléments, en fait, ils s'animent un petit peu en fonction de ce qui se passe. Là, ce qui va arriver après dans la suite du projet, c'est que la sous-face du auvent va être vernie, et donc la fontaine qui s'éclaire et puis qui fait de la brume va se refléter en fait dans la sous-face du béton. Et puis, la brume va, elle, tomber en cascade sur le square et la placette. Voilà. Donc, ça, c'est des photos un peu de chantier. Peut-être pour revenir sur la question d'art déco. Donc, aujourd'hui, le projet, en fait, répond ou dialogue avec les façades art déco par la colorimétrie. Il faut savoir que la teinte brique et le bleu de l'ascenseur sont dans les teintes classées du secteur patrimonial. Donc, on est vraiment dans une écriture qui se différencie, mais on est quand même en dialogue avec les teintes des façades. Le dernier projet que je vais vous présenter, en fait, c'est un workshop qu'on a appelé Dirty Spolia, qu'on a fait avec des étudiants en début d'année à l'école de ENSA Paris-Est à Paris, du coup. C'était pour la Winter School qui a été organisée dont le curateur était Thibaut Barraud de l'agence Barraud-Pressaco, qui s'appelait Les formes du réemploi. Notre proposition, elle s'articulait autour de la question des spolias pour interroger un peu la valeur symbolique et culturelle du réemploi. C'est un sujet qui est intéressant et je vais vous montrer une autre proposition. Donc, l'objectif du workshop, c'était de construire avec les étudiantes et les étudiants un propylé pour la taxe carbone. Donc, pour nous, c'était un peu comme un lointain héritier des barrières d'octroi qui ont été dessinées par Claude-Nicolas Ledoux. Donc, vous voyez une qui est représentée ici au XVIIIe siècle.
Au total, il y avait 50 barrières en fait, qui ont été construites à Paris pour collecter la taxe et contrôler les limites de la ville. Ledoux, lui, préférait les appeler les propylées, donc en référence à une entrée monumentale, plutôt qu'à l'idée d'une barrière ou de contrôle à franchir. Le workshop, il a débuté par la restitution photographique du territoire de Marne-la-Vallée. Donc, on a fait une visite avec les étudiants, ou une promenade avec eux. Et un peu dans la tradition des New Topographics, les étudiants étudiantes ont en fait arpenté le territoire et ils l'ont documenté. Donc, c'est tout le territoire qui entoure l'école d'architecture. Donc, c'est aussi pour eux une opportunité de se saisir du territoire proche. Et en fait, l'idée, c'était de révéler l'environnement dans lequel les spolias allaient être extraits. Donc, les spolias qui seront les matériaux pour construire le propylé. L'intention aussi était de pouvoir dresser un peu un portrait des villes nouvelles un peu vieillissantes, donc qui sont le territoire autour de l'école, à travers ce reportage photographique. Le workshop s'est poursuivi avec la construction du propylé, qui lui donc se compose de 2 types d'éléments. On a d'un côté des matériaux qui sont extraits des chantiers, donc symbole un peu des ressources que nous, en tant qu'architectes et les étudiants, vont hériter pour travailler plus tard. Et de l'autre, des matériaux biosourcés ou peu transformés par l'homme. Donc, pour ce workshop, on a travaillé avec la cire d'abeille, qui peut être fondue et moulée plusieurs fois. Donc, pour nous, c'est un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est un processus réversible et circulaire. Donc, c'est aussi pour parler de ça qu'on a choisi ce matériau. Donc, les spolias ordinaires qui nous sont légués par la modernité, qu'on a découvert dans notre promenade et qui ont été collectés par les étudiants pendant le workshop, sont assemblés ici dans un fronton. Donc, vous voyez, il y a des cassettes de ventilation qui forment l'entablement, des chemins de câbles qui tracent en fait des corniches rampantes. Et à l'intérieur du triangle se dessine un tympan constitué d'éléments qu'on peut ou pas reconnaître. Les tambours des colonnes du propylé, elles sont construites en cire d'abeille qui a été fondue et mélangée avec des agrégats et puis coulée pour réaliser 2 types de formes. L'une cylindrique avec des agrégats naturels et l'autre parallélipédique, je ne vais jamais arriver à le dire, qui contient des agrégats artificiels. Donc, vous voyez ici les prototypes réalisés par les étudiants. Et le propylier d'Ortispolia à la fin du workshop, donc c'est une semaine, hein, c'était un peu intense, mais ils ont super bien réussi. Le propylier d'Ortispolia qui, en fait, interroge sur la réversibilité des modes de construction et aussi l'alliance des techniques et des ressources qui peuvent peut-être former un nouveau langage une fois assemblés entre eux ou juxtaposés. Et finalement, donc, la construction molle et diaphane en cire est surmontée d'un fronton métallique. Et l'ensemble, en fait, c'est pour nous un monument au réemploi qui vient faire écho aux barrières d'octroi de Claude Nicolas Ledoux. Je termine en fait avec le tout premier projet de SUB en 2018. C'est la cuisine et la sphère, qui est en fait un appartement qu'on a fait à Paris. C'est un projet modeste. C'est finalement un grand panneau en bois qui vient faire l'articulation entre 2 espaces de l'appartement et une sphère qui soutient le four d'une cuisine instable et elle qui est monolithique. Et la sphère, elle met en avant un équilibre un peu précaire entre des éléments, mais aussi leur association pour transformer en fait la perception qu'on peut avoir d'une cuisine. Et je choisis de terminer en fait avec ce projet parce que je trouve qu'il parle assez bien de ce qu'on fait, ou en tout cas ce qu'on essaie de faire à SUB. Et dans nos projets, je dirais que c'est par nécessité, mais aussi par conviction, que notre architecture, elle peut apparaître parfois un peu fragmentaire, avec des agrégats précaires, des gestes un peu réduits.
mais qui cherche toujours à essayer de reconfigurer, je pense que c'est ça qui est important pour nous, le plus largement ce qui entoure le projet, son environnement, son contexte, etc. Donc, la question qu'on pose avec nos projets, c'est comment un fragment ou une série d'objets nouveaux va redistribuer les choses, reconfigurer ce qui est déjà là, et avoir un impact en fait qui dépasse le périmètre de l'intervention. Donc on va jouer un peu des contrastes ou plutôt du décalage. On préfère ça, du mimétisme ou une révélation un peu stricte. Voilà. Mais peut-être pour conclure, en fait, ce qui sera important, c'est qu'on va toujours puiser dans l'histoire des lieux ou des environnements dans lesquels on intervient, et dans les différents langages architecturaux ou constructifs qui nous entourent. Voilà. Merci.